qu'élu de la nation, est un mandat qui doit être protégé. Parce que le député est l'élu de la nation, il faut le protéger contre l'électeur et contre les partis politiques. Mais le protéger comment? Pas par rapport au statut de son mandat, mais dans l'exercice de ce mandat. Et l'exercice de ce mandat se fait dans l'instance représentative concernée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, on voit que c'est une manipulation qui a d'autres visées. Il s'agit de créer un conflit artificiel entre l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, dans une certaine mesure l'article 15 alinéa 2 qui dit que le député est un élu de la nation, avec l'article 121 du Code électoral, en faisant croire que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution, ce qui est faux. L'article 121 du Code électoral ne concerne pas les mêmes matières. Le professeur Abayono n'est pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord, monsieur. Il y a des textes. Mais, et qui tranche? Il y a des textes. Il n'y a même pas à trancher. Oui, mais alors il n'a qu'à trancher. Monsieur le professeur. Oui, monsieur le professeur Chenjou Poka. Oui. En fait, au sens strict, le Conseil constitutionnel n'a même pas besoin d'intervenir parce que la loi est claire. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. Cette loi dit donc qu'il y a trois hypothèses, comme le disait tout à l'heure Yaya, pour qu'un candidat soit investi. Un candidat peut être investi par un parti qui est représenté, soit par un conseiller municipal, au moins un conseiller régional, ou au moins un conseiller régional, ou un député, ou un sénateur. Et il est complètement sophistique de nous dire que la représentation telle qu'elle est énoncée par la disposition de l'article 121 du Code électoral, que ce n'est pas une représentation élective. Monsieur, il ne s'agit pas de représentation commerciale. Il ne s'agit pas de représentation judiciaire. Nous sommes dans un code électoral. Et dans ce code électoral, on parle de représentation politique pourvue par des mécanismes électifs. Par ailleurs, l'article 121, que ce soit son alinéa 1.1, son alinéa 1.2 et son alinéa 2, cet article-là est conforme à la Constitution. Pourquoi? Parce qu'en son article 6, alinéa 6, la Constitution dit ceci. Le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. La loi, en l'occurrence, qui fixe le régime de l'élection présidentielle, c'est le code électoral. Il y a donc ce qu'on appelle une habilitation législative. Voilà l'article qui est pertinent pour parler de l'organisation de l'élection présidentielle. Le reste, c'est de la manipulation. Maintenant, pourquoi cette manipulation? C'est ça qui est le plus important. Dans l'espace politique camerounais, chaque mot prononcé par les figures intellectuelles a souvent le poids d'une stratégie, la portée d'une manœuvre ou la profondeur d'un avertissement. Le professeur Owonan Guini, connu pour ses interventions vigoureuses, n'a pas failli à cette réputation dans un récent débat radiophonique où il a livré une interprétation du très controversé article 121 du Code électoral camerounais. Ce passage du Code, longtemps resté discret dans le débat public, s'est soudainement retrouvé au centre d'une polémique en lien direct avec l'éligibilité de Maurice Kamto, principal opposant au régime de Paul Biya. En analysant ses propos, il est crucial de dégager, au-delà des arguments juridiques, les intentions politiques, les implications institutionnelles et surtout les effets discursifs d'une telle sortie dans un contexte préélectoral où chaque mot peut valoir exclusion ou légitimation. Point dès l'entrée en matière, Owonan Guini a inscrit sa lecture du mandat parlementaire dans une logique de protection constitutionnelle. Il insiste sur l'idée que le député est un élu de la nation, dont le mandat mérite d'être protégé, non pas dans sa nature statutaire, mais dans l'exercice concret de ses fonctions au sein de l'Assemblée nationale. Il défend ici une conception organique de la fonction de député, en la dissociant du simple fait électoral pour la rattacher à l'exercice institutionnel, c'est-à-dire au travail parlementaire en lui-même. Si cette posture paraît, à première vue, respectueuse du rôle représentatif, elle n'est pourtant pas neutre. Car en recentrant l'essentiel sur l'exercice du mandat au sein de l'Assemblée,
Il ouvre la porte à une hiérarchisation des fonctions électives, où certaines seraient politiquement plus légitimes que d'autres pour poser une candidature présidentielle. Owonan Guinea poursuit en dénonçant ce qu'il appelle une manipulation, visant à créer artificiellement un conflit entre les dispositions constitutionnelles, notamment l'article 15 alinéas 2 et 3, et l'article 121 du Code électoral. À l'en croire, ceux qui critiquent cette dernière disposition tentent de faire croire à une incohérence entre le fait d'être élu de la nation et les critères d'éligibilité à la présidentielle. Mais ici, une question cruciale s'impose. Qui manipule qui? L'argumentaire du professeur tend à inverser la charge critique. Ceux qui s'inquiètent des effets d'exclusion de l'article 121 ne manipulent pas la loi, ils en dévoilent les effets implicites. Il est donc peu pertinent de les accuser de malhonnêteté intellectuelle, alors même qu'ils posent une question de fond. Un code électoral peut-il valablement poser des conditions d'éligibilité que la Constitution ne mentionne pas expressément? À cet égard, l'argument d'Owonan Guinea selon lequel l'article 121 serait conforme à la Constitution parce que l'article 6 alinéa 6 stipule que le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi mérite une attention particulière. En effet, cette clause constitutionnelle ouvre une brèche interprétative. Elle permet aux législateurs d'organiser les modalités de l'élection présidentielle, mais autorise-t-elle pour autant l'introduction de conditions nouvelles d'éligibilité? Là réside toute l'ambiguïté. La loi peut fixer le régime électoral, mais ce pouvoir ne saurait être absolu au point de contredire les principes fondamentaux de la Constitution, notamment le droit pour tout citoyen, remplissant les conditions de nationalité, d'âge et de moralité, de se présenter à la magistrature suprême. En ce sens, l'article 121 devient problématique si son interprétation conduit à restreindre arbitrairement ce droit. Le professeur s'appuie également sur une autre strate argumentative, la nature de la représentation, évoquée dans l'article 121. Il rejette catégoriquement l'idée que cette représentation pourrait être autre chose qu'élective. Il précise, de manière sarcastique, qu'il ne s'agit ni de représentation commerciale ni de représentation judiciaire, mais bel et bien de représentation politique pourvue par des mécanismes électifs. Cette affirmation est à la fois juste et incomplète. Elle est juste, car le Code électoral est effectivement un texte qui concerne des fonctions électives. Mais elle est incomplète, car elle néglige un point fondamental. Tous les types de mandats électifs n'ont pas le même poids politique, la même accessibilité ou la même pertinence pour un projet présidentiel. En exigeant que le candidat à la présidentielle soit adoubé par un conseiller municipal, un conseiller régional, un député ou un sénateur, le texte crée une barrière d'accès qui n'a pas d'équivalent dans d'autres démocraties. C'est une restriction indirecte du suffrage, via un mécanisme de filtre institutionnel, ce que le professeur Owonan Guinea appelle habilitation législative, c'est-à-dire le pouvoir donné à la loi d'organiser les modalités de l'élection présidentielle, ne peut être interprété comme une délégation sans limite. Car dans une démocratie, ce pouvoir d'organisation est balisé par des principes supérieurs. Égalité devant le suffrage, liberté de candidature, pluralisme politique. En défendant l'article 121 comme une expression légitime de l'habilitation législative, le professeur épouse une lecture maximaliste du rôle du législateur, qui peut se retourner contre les principes mêmes qu'il est censé organiser. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas une simple technique législative, mais une philosophie du pouvoir, celle qui pense que l'ordre juridique peut être utilisé pour verrouiller l'accès au sommet de l'État, tout en donnant l'illusion de respecter les formes démocratiques. Mais pourquoi une telle posture maintenant? Pourquoi réactiver, à quelques mois d'une élection cruciale, une disposition ancienne et floue du Code électoral? Owonan Guinea lui-même pose la question, mais il y répond de manière biaisée. Il parle de manipulation sans nommer les manipulateurs, d'enjeux sans en décortiquer les bénéficiaires. Pourtant, le calendrier politique est clair. Maurice Kamto représente, pour une partie de la population et de la communauté internationale, l'un des rares candidats capables d'incarner une alternance crédible. Le fait qu'on cherche à qualifier ou disqualifier sa candidature sur la base d'une interprétation pointilleuse d'un article peu discuté jusqu'ici n'est pas anodin. C'est la preuve qu'en l'absence de consensus politique, le droit devient l'ultime champ de bataille. Ce débat révèle également une tension structurelle dans la gouvernance camerounaise. Le recours récurrent au juridisme comme écran à l'absence de légitimité politique. Plutôt que de favoriser un débat ouvert et inclusif sur les enjeux de l'élection, certains préfèrent détourner les règles pour éliminer les adversaires potentiels. Le cas de l'article 121 illustre cette logique.
transformer un outil administratif en instrument d'exclusion. Owona Nguini, en défendant cette lecture, se positionne alors comme le relais intellectuel d'une stratégie politique d'étouffement. Et cela, même s'il prétend ne défendre que le droit et non un camp. Il est également crucial de noter le ton et la forme du discours du professeur. Son style est marqué par une certaine condescendance argumentative, un mépris affiché pour les critiques et une volonté d'imposer une lecture unique du texte. Or, dans un État pluraliste, le droit n'est pas l'affaire d'un seul homme, fût-il professeur de sciences politiques. Le droit est un champ de débat, d'interprétation, de controverse. C'est précisément cette richesse interprétative qui fonde sa légitimité. Vouloir la réduire à une lecture autoritaire, c'est nier sa vocation démocratique. Le professeur aurait pu poser une question plus fertile. Pourquoi un système politique a-t-il besoin de filtrer les candidatures présidentielles? Pourquoi ne pas faire confiance au peuple souverain pour trancher entre les options disponibles? En écartant ces interrogations, il montre que son propos ne vise pas à renforcer la démocratie, mais à la contenir dans des limites préétablies. C'est un discours de contrôle, et non de confiance. Il faut donc replacer cette intervention dans une perspective plus large, celle d'un système politique en perte de souffle, qui craint l'ouverture, redoute la concurrence et instrumentaliser le droit comme ultime digue contre le changement. Owona Nguini, en se faisant le porte-voix d'une telle logique, participe à cette stratégie de pérennisation par la légalisation du verrouillage. Cela ne signifie pas que ces arguments soient tous infondés. Cela signifie qu'ils s'inscrivent dans un cadre idéologique précis, celui du maintien d'un ordre politique fermé. En conclusion, l'analyse des propos du professeur Owona Nguini autour de l'article 121 du Code électoral met en lumière une série de tensions fondamentales, entre droit et politique, entre légalité et légitimité, entre pluralisme et exclusion. Ce n'est pas seulement une question d'interprétation juridique, c'est une question de vision du pouvoir. Le Cameroun de demain ne pourra se construire sur des exclusions légales travesties en nécessité démocratique. Il lui faudra un droit ouvert, des institutions solides et une parole intellectuelle libérée des logiques de cour. Et c'est justement cette libération que redoute l'establishment actuel, car elle signerait la fin d'une époque et le début d'un véritable renouveau démocratique.